Bonjour, vous êtes sur Tandem TV et c'est la seconde série consacrée à Tsahal. Tsahal, l'armée d'Israël. Tzva, les Haganah, les Israël, l'armée de défense d'Israël. Alors, on a fait une première série, mais avant tout cela, écoutez bien, quelque chose de sérieux quand même, mais pas d'inattendu. J'ai lu, il y a quelques heures seulement, un titre choquant. Et vous allez comprendre pourquoi j'en parle maintenant. Tsahal exploite des réfugiés soudanais présents sur le sol israélien pour les enrôler, les payer même pour leur recrutement et les exploiter dans l'armée génocidaire d'Israël. Voilà un titre, voilà quelque chose qui a été viral sur les réseaux sociaux et qui participe finalement à cette image dégradée d'Israël. Alors que, à contrario, dans la première série que nous avons partagée avec Jérôme, sur Tsahal, nous avons parlé finalement de cet engagement, pas simplement engagement de juifs pour se défendre, mais même d'engagement de juifs devenus soldats aux côtés de l'armée britannique pour combattre l'Empire ottoman et même après aux côtés de l'armée britannique pour combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors finalement, de tout cela aurait résulté aujourd'hui... Alors on va en parler, et pour en parler le mieux, c'est de revenir, donc, comme nous l'avons fait précédemment, aux sources. Et les sources, eh ben on va y revenir avec mon ami Jérôme. Nous sommes donc après la 4e ordonnance du gouvernement de David Ben-Gourion. Nous sommes donc en 1948 et il y a cette unification de toutes les armées, enfin des groupes armés, des groupes combattants d'Israël au sein d'une seule entité qu'on appellera Tsahal, Am Tzvaït, l'armée du peuple. Alors finalement, Jérôme, est-ce que tout s'est passé comme un long fleuve tranquille, ou est-ce que ça a été difficile, cette unification? Alors, ça dépend de quoi on parle, mais effectivement, tu as raison, Avi. Une des priorités pour David Ben-Gourion était de faire une armée, un commandement, et on se retrouve au mois de mai 1948 avec 3 groupes paramilitaires, la Haganah le plus important, l'Irgun et le groupe Stern. 2 semaines, même pas 2 semaines après la déclaration d'indépendance, on fonde Tsahal, l'armée, et une particularité, c'est que l'Irgun va accepter de rejoindre Tsahal, sauf un bastion de l'Irgun dirigé par Menachem Begin, le bastion qui est à Jérusalem. Et voilà que quelques semaines plus tard, va éclater un gros problème avec un bateau, l'Altalena, qui arrive sur les côtes israéliennes. L'Altalena, c'est un bateau qui est affrété par l'Irgun, à bord duquel on a 800 immigrants, qui sont plus des immigrants illégaux puisque Israël est devenu indépendant, mais on a 800 immigrants, on a des armes et on a des combattants. Mais alors, excuse-moi de t'interrompre, Jérôme, mais on est là dans ce qui est légitime. Finalement, l'ALIA, des armes nécessaires, donc tout va bien, entre guillemets, dans le meilleur des mondes, celui de cet État renaissant. Dans cet État renaissant, n'oublions pas que la guerre d'indépendance, la première phase de la guerre d'indépendance a démarré dès le vote du plan de partage de l'ONU. Donc, tant que les Anglais étaient là, c'était une guerre interne entre les groupes juifs paramilitaires et des groupes armés arabes, mais interne au futur État d'Israël. Dès le lendemain de la déclaration d'indépendance et le départ des Anglais, là, on a les armées arabes voisines qui commencent à envahir Israël. Elles, ce sont des armées régulières, avec des armes lourdes, avec de l'aviation, avec des tanks. La réunion des groupes paramilitaires, on parle de mitraillettes, on parle de quelques fusils, mais on est très loin d'avoir l'équipement qu'ont les autres armées. Et donc, à bord de ce bateau, l'Altalena, il faut s'imaginer qu'il y a 5000 fusils,
il y a 250 mitraillettes et il y a 5 millions de balles, ce qui est absolument colossal par rapport aux besoins de l'époque. Et finalement, on a ici, bien sûr, ce bateau qui arrive et qui va pousser cette histoire sur l'Altalena, et tu vas nous dire la suite, mais déjà on se rend compte que les besoins étaient énormes. Apparemment, on a déjà une idée que les Britanniques ne sont pas en train d'aider ce nouveau foyer juif, national juif, à être armé pour se défendre. Ah, tout à fait. Contrairement à ce qui était prévu dans la déclaration de Balfour et ce qui a été confirmé par le traité, les accords de San Remo, effectivement, les Britanniques qui quittent Eretz Israël n'aident pas les Juifs. Soit ils laissent des armes aux Arabes, soit ils laissent les clés sur les portes des commissariats et des bâtiments et, entre guillemets, le premier arrivé, le premier servi. Mais c'est sûr que les Juifs vont être défavorisés par rapport aux Arabes à ce moment-là. Donc le besoin des armes de l'Altalena était vraiment pressant et il va s'avérer que Begin, puisque le bateau a été arraisonné par l'Irgun, refuse de livrer la cargaison à Tsahal et veut réserver ses armes donc aux unités de l'Irgun qui stationnent à Jérusalem. Et c'est là que le problème va éclater. Les immigrés légaux vont débarquer. On est à Kfar Vitkin, à 30 km au nord de Tel Aviv. Mais là, un conflit va commencer à s'engager. Le bateau va repartir, aller aux côtes de Tel Aviv. Un ultimatum est donné, refusé par l'Irgun, et donc des combats vont s'engager et le bateau va être coulé. Des Juifs vont se battre contre des Juifs. On va compter 18 morts devant ce scandale. Mais parce que Ben Gurion, d'une part, disait qu'un pays, c'est une armée, on ne peut pas accepter qu'il y ait une autre force armée qui revendique une quelconque légitimité, et il craignait un putsch de la part de Begin, d'où cette décision dramatique, effectivement, de tirer et de couler ce bateau. Alors on peut dire que il y a dans cet épisode-là, soit avec le recul, la vision même à notre propre détriment d'un État qui se devait être unifié et ne pas permettre le désordre, voire l'extrémisme, et ou alors finalement déjà des divisions se mettre en place au risque de se dire que rien n'était vraiment arrêté, même après la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Je pense que cette deuxième version est bonne parce que figure-toi que le commandant de la Haganah à ce moment-là, sur les côtes de Tel Aviv, c'est Yitzhak Rabin, qui était par hasard à Tel Aviv à ce moment-là, mais qui s'est retrouvé être le plus haut gradé de la Haganah et qui a pris en charge les opérations contre l'Altalena. Parenthèse, Altalena, c'était le nom de plume de Jabotinsky, ça veut dire la balançoire, l'Altalena en italien. Et Yitzhak Rabin, on va lui reprocher pendant des années et des années d'être le responsable de ce drame de l'Altalena. La droite ne lui pardonnera jamais. Donc ça va quand même marquer profondément le paysage politique israélien. Et pourtant, Tsahal va sortir, finalement va émerger de cette unification malgré cet épisode tragique, puisque des gens sont morts, parce qu'il y a eu des combats entre juifs, mais va sortir effectivement une armée constituée, Tsahal, et finalement cette armée du peuple, c'est peut-être une manière de comprendre que c'est l'armée du peuple et le peuple dans l'armée. Il y a déjà cette notion où c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est le plus, l'armée ou le peuple ou l'armée. Et finalement, si on décidait que à ce moment-là, l'armée, compte tenu du contexte, puisque l'Altalena, comme tu le disais si justement, c'était une affaire de transit d'armes, une affaire aussi qui était liée peut-être à cette idée qui avait été décidée lors des accords internationaux du corpus separatum, c'est-à-dire que Jérusalem devait être effectivement une zone internationalisée et que ça, l'Irgun, idéologiquement, j'allais presque dire sur le plan dermique, c'était pas possible de l'accepter. Non, Accepter inimaginable.
inimaginable. Et donc, on peut comprendre qu'il y avait déjà des idéologies un petit peu parallèles, sinon, en tous les cas, à s'affronter. Et si on pense cela, alors le miracle, c'est peut-être de se dire que plutôt que de poursuivre dans une spirale meurtrière, voilà que David Ben Gurion prend cette décision difficile qu'Yitzhak Rabin devra assumer lui-même, tu l'as rapporté, qu'il fallait constituer de façon solide et indiscutable cette armée d'Israël, parce qu'elle est l'armée du peuple et que le peuple doit être cette armée. Alors, Et ça me fait là, penser à... Pardon, vas-y. non, j'allais te dire que c'est peut-être là que débute ce qu'on appellera plus tard, puisque ça viendra plus tard dans le code d'éthique de l'armée, euh, le roi Hadvaït, c'est-à-dire le souffle de l'armée, l'esprit de l'armée. Qu'est-ce qu'il doit être? Ça paraît irrationnel, mais c'est une vraie réalité, puisqu'aujourd'hui c'est écrit dans le code d'éthique de Tsahal et remis à tous ceux qui sont effectivement donc à rejoindre donc les rangs de l'armée d'Israël. Alors, ça me fait penser à deux choses. La première, sur cette notion de peuple, il faut se souvenir que la Haganah, qui était le groupe le plus puissant, on a recensé jusqu'à près de 50 000 membres, c'était pas des gens qui étaient à plein temps dans la Haganah, c'était des gens qui étaient membres des kibbutzim et des moshavim, qui travaillaient en partie pour ces communautés et qui le reste du temps étaient actifs au sein de la Haganah, et qui après la guerre d'indépendance, notamment, vont faire partie de ces Nahal, qui vont s'installer et fonder autant de kibbutz, autant dans le Negev que dans la vallée du Jourdain, avec cette double casquette, effectivement, homme, peuple et à la fois soldat. Et j'allais dire la deuxième chose, et ça c'est la force et le courage de Ben Gurion, c'est qu'on aurait pu s'attendre que le déficit des armes de l'Altalena pose un vrai problème à l'origine de Tsahal, mais en prenant un peu de hauteur, on va voir que le jeu des relations internationales à cette époque, avec le début de la guerre froide, va jouer en faveur d'Israël, puisque l'URSS va pousser à la vente d'armes qui vont transiter par la Tchécoslovaquie et que Tsahal va recevoir les armes qui pouvaient lui manquer au début de la guerre d'indépendance. Alors là, c'est intéressant parce que, voilà, on commence à parler de pays qui, à l'époque, soutenaient donc le jeune État hébreu, le jeune État renaissant, et finalement, paradoxalement, c'est la Russie qui va être la plus simulée, peut-être pour y avoir une représentation, un issue, un espèce de clone de son système et régime politique et donc influence régionale qui va donc aider Israël à s'armer. Et tu parles de la Tchécoslovaquie, c'est intéressant. Je fais juste un petit saut de géant pour dire que dans le dernier vote de l'Assemblée générale des Nations Unies, où la France a voté contre Israël, et ben la Tchéquie a voté toujours pour Israël. Donc il y a peut-être ici, en tous les cas, dans l'histoire, dans l'ADN de la Tchécoslovaquie de l'époque, qui est devenue la Tchéquie, et séparée de la Slovaquie, eh bien cette histoire commune qui se poursuit. Donc quelque chose d'intéressant. Hein. Oui, Donc c'est vrai. on commence déjà à voir apparaître finalement ce qui est de l'ordre de la géopolitique, c'est-à-dire donc finalement l'intervention de pays étrangers dans cette renaissance voulue, souhaitée, luttée avec force, conviction par le Yishuv de l'époque est devenu donc l'État d'Israël le 14 mai 1948. Alors, de 1948 à 1949, jusqu'à l'affaire de l'Altalena, il se passe des choses autour et alentour de ce jeune État d'Israël, qui, je rappelle, est sur une bande et presque sur des niches quand même assez restreintes, hein, puisque c'était le partage du mandat de la Palestine mandataire, et donc finalement Israël n'est pas à l'aise si on devait tenir compte des territoires attribués. Mais comme tu l'as rappelé, des kibbutzim,
des Moshadim, etc., vont effectivement se prédisposer de façon stratégique dans la topographie restreinte de ce jeune foyer national juif, de ce nouvel État d'Israël, et vont être soumis depuis 1949, pour être un peu plus précis, à des attaques, à un refus mais définitif et du Haut Comité arabe et de la Ligue arabe de reconnaître ce foyer, cette présence juive dans la région. Et donc les attaques vont être menées et finalement cette jeune armée d'Israël, comment va-t-elle réagir? Est-ce qu'elle va réagir en tant qu'armée unifiée, coordonnée, à un ministère de la Défense, ou est-ce qu'on est encore, compte tenu des attaques qui vont venir d'un petit peu partout, des pays arabes, aux alentours, est-ce que c'est encore l'époque des groupes de combattants et des kibbutz, etc., qui vont s'opérer? Alors, j'attends ta réponse parce que c'est toi l'expert là-dessus, mais je vais rajouter une dimension intéressante à ça. C'est le fait que c'est très récent à cette époque dans l'esprit juif de prendre les armes et de se battre. Depuis la révolte de Bar Korva, c'est-à-dire depuis près de 1800 ans, les Juifs ne se sont pas battus pour se défendre. Les Juifs étaient accueillis, humiliés, maltraités. Les pogroms sont passés par là. Avec la Shoah, il y a eu effectivement des révoltes dans des ghettos, mais c'est au début du XXe siècle, donc c'est encore très récent dans les années 40, cette idée des Juifs de se défendre, de constituer des groupes armés, puis une vraie armée. Donc on n'est pas encore du tout dans la mentalité telle qu'on peut la connaître aujourd'hui, euh, de prendre les armes et d'assurer la défense du peuple juif. Et on est finalement, pour répondre à la question que je te posais, on est finalement dans cette nécessité de se battre chacun comme s'il n'y avait pas d'armée, et en même temps ensemble. Et c'est-à-dire que finalement, le seul besoin, la seule nécessité qu'il y avait pour cette jeune armée d'Israël, Tsahal, c'était de bien évidemment être coordonné. Et c'est ce qui va être au travers d'hommes absolument extraordinaires. Alors, on a parlé du jeune Yitzhak Rabin, mais on aurait pu parler aussi de quelqu'un dont on parlera plus tard aussi, puisqu'il a accompagné l'histoire d'Israël, mais du jeune Moshe Dayan, extraordinaire stratège, tacticien. Et finalement, on va avoir cette force de défense localisée, et en même temps cette coordination qui va au travers des Motagour, au travers de ces gens qui vont s'illustrer pendant la guerre de 67, mais qui sont déjà sur le terrain, Yitzhak Rabin et autres, eh bien on va avoir une coordination de cette défense localisée, et notamment à un endroit qui est particulièrement attaqué, c'est bien évidemment Jérusalem, avec un blocus de Jérusalem que les armées arabes n'arrivent pas à pénétrer. Ce blocus de Jérusalem, c'est un petit peu la symbolique que si la forteresse écroulée, alors le reste pourrait l'être aussi. Et finalement, ce blocus de Jérusalem, qui va tenir que par la force de sa population, c'est un petit peu aussi ce qui va se passer donc tout autour. Et jusqu'en 1956 à peu près, on n'entendra parler que de bandes armées contre des populations civiles et cette jeune armée d'Israël, sans véritablement que ça fasse un rebondissement, qu'on en parle dans tous les journaux à l'extérieur d'Israël ou dans le monde arabe. Il faudra attendre réellement 1956, avec la nationalisation du canal de Suez par Gamal Abdel Nasser, qui
à la tête, Raïs égyptien, va vouloir précipiter les choses au sein d'un projet qui s'appelait le Royaume panarabe uni, et finalement réunir tout le monde arabe autour de lui, et bien évidemment extirper ce qui le gêne pour avoir cette homogénéité uniquement arabe dans la région, c'est d'extirper ces juifs, ce caillou dans la chaussure. Et finalement, en nationalisant le canal de Suez, donc c'est une manière de précipiter un petit peu les choses. Et là, on rentre dans la géopolitique, puisque les Français et les Britanniques sont pas d'accord. C'est l'année charnière, 56, parce que la nationalisation du canal de Suez va provoquer, pour des raisons économiques, la colère des Anglais et des Français. Il faut se rappeler également à cette époque que la France est en conflit avec le FLN algérien, soutenu par l'Égypte, et donc cette décision va provoquer des rencontres qu'on va appeler les protocoles de Sèvres, rencontres tripartites, on est à la fin de l'année 56, entre les Anglais, les Français et les Israéliens, qui prévoient une attaque contre l'Égypte, attaque militaire dont on va vous parler dans le détail, et en contrepartie de l'aide israélienne sur le terrain, et ça va être très important pour Tsahal, c'est la promesse de vente pour 100 millions de francs de l'époque du matériel militaire à Israël, et la France s'engage à fournir des chars, les AMX-13, ainsi que des Mirage 2, des Mirage 4 et des Vautours. Donc la France va devenir le principal soutien militaire israélien à partir de cette année-là. Et en même temps, on a quelque chose qui est assez typique de ces empires finalement déclinants que sont l'empire français et l'empire britannique, c'est jouer double jeu. Jouer le double jeu. Alors, on l'avait dit dans la première partie que les Britanniques, et puis tu l'as rappelé d'ailleurs à propos de l'Altalena, quand il laissait les clés sur les portes, ou quand il laissait donner des armes plutôt aux Arabes, qu'ils pensaient qu'ils allaient gagner très vite, et puis donc il valait mieux être les amis des vainqueurs que des vaincus. Finalement, les Français et les Britanniques appellent les Israéliens à la rescousse. Il est vrai que les Israéliens sont concernés par le golfe d'Aqaba, puisque la nationalisation du canal de Suez concernait également Israël, mais qu'il va y avoir quelque chose d'un petit peu bizarre. Alors les Israéliens jouent le jeu. Les Israéliens jouent le jeu, et très très vite, ils s'imposent. Ils vont les fameux Mustangs, ces avions qui ressemblaient un peu aux Spitfire de la Seconde Guerre mondiale. Ces Mustangs qui ont fait qui ont eu leur lettre de noblesse à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui ont été révisés par les Américains et donnés aux Israéliens et à d'autres également d'autres pays alliés, eh bien vont finalement tellement dominer le ciel aérien que la guerre du canal de Suez va être rapidement gagnée en termes de terrain militaire, mais en revanche pas tout à fait l'objectif atteint, puisque les Égyptiens vont réussir, grâce à la destruction d'une quarantaine de navires, à bloquer quand même donc le canal de Suez donc en amont, et faire en sorte que les Français et les Anglais, ne pouvant réaliser leurs objectifs, eh bien d'abord les Britanniques vont se dérober sans avertir leurs alliés de cette guerre qu'ils voulaient, qu'ils ont encouragée, qu'ils ont suscitée en 56, vont effectivement déserter le terrain et laisser la place donc aux Français qui, eux, quelques mois après, s'en iront également. Mais les Israéliens, de cette opération qu'ils ont appelée l'opération Kadesh, il y a toujours un petit peu du biblique dans la façon de nommer
les engagements et les projets militaires, les objectifs militaires de Tsahal, l'opération Kadesh va quand même être un succès pour Israël. Et d'abord au local, sur le plan territorial, ils ont gagné le Sinaï. C'était bien sûr important, puisque le Sinaï va leur permettre d'abord de verrouiller le canal de Suez, en tous les cas le long du canal de Suez, et pouvoir permettre au golfe d'Aqaba de pouvoir respirer. Donc, finalement, si je donne une topographie précise, plus localisée, eh bien on parlera d'Elat. Hein, voilà, donc on va avoir effectivement ici un verrouillage de Tsahal vis-à-vis de l'ennemi de l'époque, le grand ennemi de l'époque, qui est l'Égypte. Et puis, dans le même temps, à l'international, on va se dire, mais oh, attention, les Israéliens sont une véritable armée. Ils ont réussi des choses absolument incroyables avec l'aviation, et ils n'ont pas eu peur avec l'infanterie, et ils ont réussi finalement à gagner quelque chose qui n'était pas évident au début, bien sûr, mais qui n'était même pas envisagé par les deux empires qui avaient l'habitude de guerre sur le terrain, et dont l'Empire britannique avait en plus l'expérience de la présence au Sinaï. Eh bien, voilà que les Israéliens prouvent qu'ils sont une armée qu'on ne peut pas évacuer, négliger d'un coup de plume. Alors, moi, je synthétiserais cette histoire de la crise de Suez, qui est un vrai tournant dans le 20e siècle. C'est la fin des empires, puisque d'un point de vue purement militaire, c'est une victoire. Mais par rapport à ce que tu as raconté sur le canal de Suez, sans oublier la pression de l'URSS d'un côté et des États-Unis, ça va être un échec politique pour la France et l'Angleterre. Ça va marquer plus que symboliquement la fin des deux grands empires aux dépens des deux superpuissances, mais Israël va être gagnant, va s'imposer par la force et montrer que c'est désormais quelqu'un sur lequel il faut compter. Et surtout, c'est cette alliance avec la France qui va se développer dans les années 50 et jusqu'au début des années 60 et qui va être un tournant majeur pour Israël et notamment pour Tsahal. Et d'ailleurs, la technologie israélienne va commencer à ce moment-là, en même temps que le départ de son allié initial, l'Union soviétique, pour des raisons d'intérêt personnel, Israël va devenir effectivement donc cet acteur incontournable dans la région, une puissance militaire, et dans le même temps donc négocier des accords secrets pour, avec la France, s'armer. Et on sait combien la famille Dassault a beaucoup participé dans des rencontres secrètes, et c'est Shimon Peres qui le raconte, puisqu'il était un petit peu le facteur de David Ben Gourion auprès des autorités françaises et notamment militaires. Il va y avoir là un partenariat très secret et en même temps très important où des mirages, où le nucléaire, enfin l'arme atomique, vont être développés grâce aux scientifiques, à la collaboration scientifique entre les deux pays. De 56, donc finalement, de cette crise du canal de Suez, il y a deux empires qui sont pas tout à fait gagnants, et il y a un tout petit pays, minuscule petit pays, avec le Sinaï en plus, qui gagne sur plusieurs tableaux. Un rôle géopolitique, en même temps qu'une puissance militaire. Alors, j'aimerais conclure, moi, sur cette période importante pour Tsahal avec une anecdote que j'ai découvert magnifique dans une biographie de Shimon Peres qui est parue il y a quelques années par Michael Bar-Zohar et qui raconte ce qui s'est passé en France le 30 septembre 1957 avec un voyage secret comme il en avait l'habitude, tu en parlais, de Shimon Peres, qui vient finaliser après 4 ans de négociations la livraison d'un réacteur nucléaire. Lors de cette journée du 30 septembre, il va rencontrer le matin Pierre Guillaumat, qui est le directeur du CEA,
qui était partisan d'Israël et qui était tout à fait prêt à avancer sur cette collaboration. Il manque deux signatures, celle du ministre des Affaires étrangères et celle du président du Conseil. Le ministre des Affaires étrangères, à l'époque Christian Pinault, il est assez froid parce qu'il a peur de la réaction des Américains, il a peur de la réaction de l'Union soviétique si on découvre que Israël aurait l'arme nucléaire et donc potentiellement l'URSS pourrait vouloir armer l'Égypte. Il arrive, Shimon Peres, à convaincre Christian Pinault de préparer le document, d'accepter effectivement cette livraison. Et avec ce document, il va à la rencontre du président du conseil de l'époque, qui est Maurice Bourgès-Monory. Il attend plusieurs heures dans le bureau de Maurice Bourgès-Monory. Celui-ci ne vient pas. Le gouvernement est en train de tomber. On est en fin de 4e République, avec tous les gouvernements qui tombent après parfois quelques semaines de présence à cause notamment de la question algérienne. Et il le voit le lendemain matin. Bourgès-Monory est prêt à signer ce document, mais il lui dit « Je ne peux plus, mon gouvernement a sauté ». Et Pérez va le convaincre de signer un document daté de la veille, en lui disant qu'est-ce que quelques heures entre amis, et le président du Conseil français va signer un antidaté qui va permettre la livraison du réacteur nucléaire à Dimona. Alors, il faut savoir, et c'est tout à fait juste ce que tu racontes, c'est une histoire absolument exacte, et il faut savoir que il y avait déjà à l'époque, et là, c'est autant la présence de jeunes loups qui émergent de l'armée d'Israël, mais aussi de politiques qui sont bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, et du peuple et de l'armée, et en même temps de l'armée et du peuple, qui se connaissent les intérêts d'Israël, et on en reparlera quand on parlera du code d'éthique de Tzahal. Il y a des points où on ne peut pas négliger, on ne peut pas perdre. On ne peut pas perdre parce que c'est l'existence d'Israël qui est en jeu. On doit toujours être en veille et se défendre. Alors c'est intéressant parce que en même temps que nous devenons une puissance militaire, en même temps nous jouons un rôle géopolitique. Et donc l'URSS s'en va, nous quitte, et pas nous quitte pour ne rien faire, mais rejoint le camp ennemi. Et dans le même temps, nous récupérons les États-Unis après quelque temps, quelques voyages de la fameuse grand-mère d'Israël, devenue la grand-mère d'Israël en 1973, dont on reparlera, Golda Meir, et qui ira faire du lobbying donc aux États-Unis et réussira à faire ce lobbying. Eh bien, et je sans parler bien sûr de David Ben Gourion, qui jouera un rôle central jusqu'au milieu des années 60, de toute façon, dans cette histoire politico-diplomatique. Et bien sûr, toujours militaire. Mais ce qui est exact dans ton histoire, c'est qu'il y avait, en même temps que cette histoire où on peut parler de finesse diplomatique, il y a en même temps un vrai lobby au sein du dispositif de défense de la France, qui est se sent très proche d'Israël. Très proche d'Israël, au point même que certains contrats seront validés, même pendant la transition, entre la 4e et la 5e République, et qui seront validés par celui qui sera le gagnant, le triomphateur de la 5e République naissante, le général de Gaulle. Et donc, il y a quelque chose ici qui est très important parce que ils vont jouer un rôle, je parlais tout à l'heure de la famille Dassault, mais ils vont jouer un rôle de stabilisateur des relations, en tous les cas, dans le domaine de la défense, donc de Tzahal avec l'armée française, depuis les années 50 jusqu'aux années 60, et plus clandestinement à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, Aolam Amedoubar, c'est fini pour cette fois. C'était intéressant que de partager ce moment où, depuis 1948 jusqu'à 1956, on s'arrête parce que le grand morceau
qui nous reste à traiter, c'est victoire, c'est victoire amère, et c'est finalement l'amorce de ce qui se passe aujourd'hui. Mais j'aurais tendance à dire à nos téléspectateurs que depuis le Yishuv jusqu'à 1948, ça n'a été que des guerres localisées, mais en même temps quelque chose qui s'est construit dans l'âme et le cœur d'Israël, que son armée est garante de sa survie. Et finalement, est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas toujours ce sentiment-là, même avec quelques remises en question ici et là? Merci à vous et à la prochaine, la Merci, 3e Avi. série sur Tzahal. Merci Jérôme, À bientôt. à bientôt.